Messieurs, on ne bouge plus. Aujourd'hui, on va arrêter de se plaindre de la production audiovisuelle française en battant en brèche l'idée qu'on ne ferait plus de bonnes séries ambitieuses et que si les ricains n'étaient pas là, on devrait se contenter de mater des téléfilms policiers pour vieux entre deux programmes humoristiques rincés. Pour ça, on va parler d'un petit bijou qui a de la gueule, du suspense, de l'action, une réalisation léchée de polar noir en costume avec des vrais morceaux d'histoire de France, de thématiques à l'actualité brûlante et même de propos politiques forts. Une série dont on attend en croisant les doigts l'imminente 3e saison, tant elle était peut-être trop belle pour être vraie, tant elle soulève certains des problèmes de notre paysage audiovisuel. Est-ce que vous connaissez Paris Police? Attention, on signale. 3, 2, 1, partez! Paris Police 1900, puis 1905, et bientôt, si le temps le permet, 1910, c'est, comme son nom l'indique, une série policière, se déroulant dans le Paris du début du XXe siècle, produite et diffusée par Canal+ depuis 2021, mais que vous pouvez vous procurer par d'autres moyens, hein. Les DVD par exemple, hein, voilà, je sais pas à quoi vous pensiez d'autre. La première saison, Paris Police 1900, se déroule en... 1900 ? Non, en 1899, petit piège, car on y suit une enquête sur de sordides féminicides sur fond de révision du procès Dreyfus, qui a eu lieu donc en 1899. C'est que tout le principe de la série, c'est d'articuler une intrigue policière avec des événements historiques afin de dépeindre son époque dans la grande tradition du roman noir, autant par ses bas-fonds que par sa grande histoire. En l'occurrence, bon, on va pas vous refaire toute l'affaire Dreyfus, il y a plein de choses là-dessus, et notamment produites récemment, comme l'excellente série de podcasts de Philippe Collin, dont on a déjà chanté les louanges ici. Toujours est-il que cette affaire, au-delà de la scandaleuse manipulation politique qu'elle a révélée, est fondatrice dans l'histoire du pays, et c'est précisément le rôle de fiction populaire comme les séries télé d'en faire vivre la mémoire. Et c'est ce que prend à bras-le-corps la démarche de Paris Police. Et puis, pas qu'un peu. Parce que là, l'affaire Dreyfus, c'est pas juste un truc qui se passe derrière, histoire de se faire un petit décor historique. Non, l'époque est le centre de la série, afin d'éclairer notre passé, mais aussi le présent qui en découle. Sachant qu'ils font carrément ce truc que perso j'adore, vous le savez si vous suivez cette émission assidûment, qui est de prendre des personnages qui ont réellement existé pour en faire les persos de sa fiction. Et si comme moi vous êtes fan de cette période, là, c'est les Avengers de la belle époque. À part les deux flics principaux qui reprennent plus ou moins les bons gros archétypes du jeune flic ultra intègre et du corrompu violent, le commissaire Gordon de service, c'est le préfet Lépine. Oui, le gars du concours Lépine, mais qui est une figure ultra importante de la police moderne via tout un tas d'innovations comme les flics à bicyclette, les matraques ou les téléphones dans les commissariats. Vous avez besoin d'aide ? Appelez la police. D'où son fameux concours Lépine, pour les innovations. Et si on vous l'a pas expliqué à l'école, eh ben vous le sauriez quand même s'il y avait plus de séries comme ça. Au casting, on a aussi, attention, la meuf qui a pompé le président Félix Faure, hein, et oui, le gars qui a des noms de rue, et dont probablement le seul truc dont on se souvient à peu près, c'est qu'il est mort en faisant la bête à dodo avec une maîtresse. Si on la cloque comme Mouchardy, il faudra un surnom. Pompe funèbre. Alors, au-delà de cette anecdote cocasse, cette femme, c'était Marguerite Steinheil, femme du peintre Adolphe Steinheil, qui est aussi un des personnages, et une très importante demi-mondaine des salons de l'époque. Et si vous aviez jamais entendu le terme demi-mondaine, eh ben c'est parce qu'on fait pas assez de séries comme ça. On ajoute aussi au protagoniste Jeanne Chauvin, première femme avocate de France. Je suis avocate. Et donc tout ça est un univers d'une assez grande brutalité masculine, c'est un patriarcat brutal en fait, et il m'a paru intéressant et même vital là-dedans de développer des personnages féminins résistants, actifs, malins, des femmes qui ont on leur a servi des cartes qui étaient peut-être pas les meilleures, mais c'est elles qui jouent le mieux. Bon, vous voyez déjà tous les sujets et thématiques qu'on peut faire avec ça, mais aussi, et peut-être surtout, vous aurez le bonheur de trouver pour antagoniste toute la faune des raclures antisémites qui faisaient la pluie et surtout le mauvais temps à l'époque, Jules Guérin, Drummond et les Sabrants de Pontevès. Bon, ça manque un peu de Déroulède, hein, qui est juste mentionné une fois,
pour le fanservice, mais bon, ils pouvaient pas tous les mettre, hein, tellement ça pullulait à l'époque. Parce que ce que raconte cette intrigue policière, ce n'est pas un simple mystère meurtrier, mais carrément les racines historiques de ce qui deviendra l'extrême droite française au cœur de cette fameuse affaire Dreyfus. C'est le whodunit des fachos, quoi. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal d'y revenir un peu. Par exemple, si vous aviez pas compris quand ça parlait de Fort Chabrol quand l'autre fou du bus s'est enfermé dans le QG de LR... Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau? Eh ben c'est parce qu'il n'y a pas assez de trucs qui font de l'épisode épique du Fort Chabrol le climax de leur série. Et que tout ça, eh ben c'est notre histoire, et pas l'histoire roman national Playmobil chevalier à base de regardez comme ils sont preux et forts, ils font la bagarre, les nobles héros de l'histoire de France. C'est dommage qu'ils se soient tous fait poutrer à un zincourt par des gueux anglais avec des arcs. Non, vraiment l'histoire, celle qui est vraiment complexe, dérangeante et passionnante, et qui éclaire vraiment où on en est aujourd'hui. Donc quand je vois l'Union des droites de 1899, bah ouais, là ça fait plutôt rire jaune. 30 et 40 ans après, ça a encore sévi. Voilà, il y avait un autre genre d'Union des droites, et là on essaye encore de nous en vendre un autre. Bah moi je trouve que c'est une honte. Donc j'aime rappeler ça, quitte à fâcher des gens. Il faut que toutes les droites s'unissent. À l'Union des droites. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire dans son groupe de médias ce qu'on a appelé l'Union des droites, qui était le grand rêve de l'idéologue Patrick Buisson, c'est-à-dire réunir l'extrême droite et la droite parlementaire républicaine. On a bien vu, mais il le dit pas. Il le dit pas, mais c'est très pensé et c'est pas un hasard. Monsieur le député Berry, vous n'êtes pas sans savoir que certaines alliances contre nature donnent du plaisir. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens, alors bon, ils leur donnent quand même pas des super pouvoirs ou des combats de kung-fu comme dans les productions indiennes ou chinoises, mais quand même, ils cherchent dans ce qu'ils représentaient, dans ce qu'ils étaient, dans leur traitement, comment en faire de vrais personnages de fiction. Il y a tout un tas d'interstices de l'histoire. Pour ma part, je suis un auteur de fiction, et je fais de la fiction, donc j'ai le droit d'évoquer et non de démontrer. J'ai le droit de relier des affaires qui ne sont pas reliées, si tant est que les spectateurs ou lecteurs soient prévenus par avance. Là, j'espère qu'ils le sont, et cela me donne de la liberté. Je prends un exemple. Dedans, il y a aussi un perso génial, c'est Bertillon. Et si vous savez pas c'est qui Bertillon, eh ben, vous avez compris maintenant. Bertillon, c'est vraiment pas n'importe qui, puisque c'est réellement un des pères fondateurs de la police scientifique. Rien que ça. Vous savez les photos là, face, profil, les mugshots comme on dit aux États-Unis? Bertillon. La biométrie en général en fait, le fait de prendre plein de mesures dans des fiches pour identifier des personnes, le bertillonnage qu'on appelait ça. Mais c'était aussi un peu une petite merde. Notamment, il a fait une analyse graphologique de Dreyfus, alors que c'est pas du tout sa spécialité, pour le charger en disant en gros, l'écriture colle pas. Mais justement, c'est ce que ferait quelqu'un qui voudrait masquer son écriture. Et ça, c'est mentionné aussi. Donc voilà, bon. Les méthodes du gars, quoi. Et donc Bertillon, ils ont choisi d'en faire un personnage un peu ridicule, hyper sûr de lui, mais un peu naze, et l'acteur, vraiment, il donne tout, quoi. Il a pleuré de rire, et cette démarche, c'est l'approche sur tous les personnages. Le préfet Lépine est à moitié un shérif Lépine, c'est la beauté du personnage, et d'une certaine façon, c'est aussi, il affronte une espèce de petit Al Capone antisémite, donc tout est clair, ce côté shérif. Après, j'ai presque envie de dire, avec Marc Barbet, c'est notre préfet. Est-ce le vrai? Je sais pas. C'est celui qu'on avait envie de voir et de vous montrer. Notamment, il y a un truc très marrant avec Bertillon, c'est que donc il a inventé un peu ce truc de fichage et tout, mais il trouvait que les empreintes digitales c'était de la merde. Bertillon, il aimait pas les empreintes digitales, il trouvait que c'était débile. Bon, au bout d'un moment, il a commencé à les utiliser et maintenant, en fait, ça a carrément remplacé en fait le bertillonnage parce que c'est beaucoup plus efficace. Mais lui, à l'époque, il trouvait que c'était de la merde. Et ça, c'est un truc, moi je le savais parce que je suis un peu fan de la période. Et du coup, dans la série, il y a un running gag, c'est que Bertillon, il veut jamais d'empreintes digitales. Genre, c'est un running gag de nerd d'histoire, mais de malade. C'est trop bien. Le bertillonnage ne ment pas. Mais les empreintes... La science progresse, monsieur. Mais elle a ses limites. C'est que cette série, bien que très documentée, ne cherche pas tant à être une reconstitution un peu scolaire que... une série quoi. Un vrai divertissement avec de vrais personnages, des dialogues hauts en couleur, une esthétique très appuyée, etc. Et donc la peinture d'époque nous a donné sans doute encore plus de clés que la photographie d'époque. Parce que la peinture vous amène la couleur, l'éclairage et le point de vue. Cette collection d'images, ce collage, vous voyez, où il peut aussi bien y avoir une photo atroce d'autopsie qu'un tableau sublime d'une femme idéalisée, mais en même temps une capture d'écran d'un Dario Argento et en même temps un photogramme de film noir expressionniste ou du Mabuse avec une séance de spiritisme. Quand je colle tout ça,
ça donne la série, on la voit. En fait, elle cherche à représenter l'époque tout en étant vraiment du cinéma de genre, un vrai polar avec une esthétique de roman noir, c'est-à-dire en allant aussi puiser dans des genres qui sont ancrés dans cette époque et qui parlent au grand public. La Belle Époque, elle-même, se rêvait comme un feuilleton policier. Et un feuilleton policier accessoirement d'une grande noirceur. C'est l'époque du théâtre grand guignol, donc du faux sang à foison par baquets entiers qu'on déversait sur scène pour horrifier le public. C'est aussi l'époque où il y a un engouement généralisé du public pour le crime et les faits divers. Alors ça fait vendre. Donc c'est aussi l'époque de la presse à scandale, de la presse d'opinion violente et de la presse criminelle. Et bon, clairement, ça rappelle ce qui a fait le succès, qu'on a déjà évoqué ici, des séries HBO en costume, comme Rome ou Deadwood, très chorales, très cinoche de genre, avec un mélange de personnages historiques et fictifs, etc. Et justement, quand on vous disait que vous vous faites couillonner si vous pensez que ça revient à tout faire à l'américaine, eh ben le créateur de la série, il est d'accord avec nous. Ce feuilleton policier, il est présent en Angleterre, il est présent en France, il passe au cinéma avec Feuillade, il traverse le Rhin, ça devient Mabuse, il traverse l'Atlantique maintenant parce que les gens fuient le fascisme et le nazisme, et dont les grands talents, et ça devient le film noir expressionniste, mais aussi le serial radiophonique, le serial de cinéma, et pour finir la série télé type Les Incorruptibles dans les années 50. Alors, ce créateur de la série, ici, on l'aime bien puisque c'est Fabien Nury, l'auteur de L'homme qui tua Chris Kyle, mais aussi de tout un tas d'autres BD, et cette série, comme il le rappelle souvent, c'est le fruit d'un travail collectif. Je voudrais aussi citer Anaïs Roman, la costumière, qui a fait un travail merveilleux, qui a travaillé autant que la mise en scène et autant que les comédiens eux-mêmes à la définition des personnages et à leur donner vie. Et ça, c'est quand même bien de sa part, hein, parce que ça change des fantasmes des fans d'Astier ou de la théorie de l'auteur, du créateur qui fait tout seul, regardez, c'est un génie, il fait même ses propres acteurs. Ça te fait plaisir quand il y a des mecs qui viennent... Ah, putain. Sur des... Bah, ça me fait plaisir. Il est bien fait, celui-là. Il est pas mal. Il y en a d'autres après. Car à l'écriture, on retrouve aussi, entre autres, Benjamin Adam et Alain Hérol, à qui on devait déjà Les Indes Fourbes et Deux Cap et Deux Crocs. C'est franchement pas étonnant hein, qu'une telle série nous vienne de gens issus de la BD, puisque c'est un médium qui, en France, est beaucoup moins frileux sur ce genre d'approche, et c'est cool de les voir secouer un peu la télé. À la réal, on retrouve Julien Despo et Frédéric Balekjian, ce dernier étant déjà derrière des séries assez ambitieuses comme Kaboul Kitchen ou Engrenage. Alors, super! Vous voyez que la télé française, elle peut faire des grandes œuvres populaires, historiques et ambitieuses, avec des propos forts. Merci Canal+. Et oui, Canal+. Vous le voyez venir. Bon, de toute façon, c'était dans le titre de la vidéo, hein. C'est pour ça que vous avez cliqué, pas pour m'entendre parler de ma passion pour la Troisième République. Parce que depuis, il y a eu une saison 2. Et à ce propos, selon un membre de la production cité par le Canard enchaîné, sous l'impulsion d'un certain Vincent Bolloré, il a fallu réécrire le scénario, l'équipe est sous une pression monstre. Tiens, c'est bizarre ça. C'est pourtant pas son genre. Non mais, attention, si ça se trouve, c'est pas vrai. Peut-être que les confrères du Canard, ils se trompent. Peut-être que leur source, elle ment. D'où pincette, point d'interrogation. En revanche, il y a des trucs un peu bizarres dans la saison 2. Quand même. C'est-à-dire que cette fois, c'est Paris Police 1905. Et déjà, tiens, elle fait 2 épisodes de moins. Bon, mais admettons. Il y a toujours une intrigue criminelle, et il y a toujours un fond social. En fait, si on décide, comme dans Paris Police 1905, de s'intéresser notamment au travail de la police des mœurs, eh ben c'est un super moyen de s'intéresser et d'enquêter précisément sur les mœurs d'une époque. Et du coup, à travers les mœurs, on va aborder la prostitution, l'homosexualité, mais quand même beaucoup par l'axe de l'homophobie, qui est presque une homophobie d'État, hein. Il faut savoir que c'est resté illégal jusqu'en 1982 tout de même. Et un fond politique autour de, d'un côté, l'Église et de l'autre, la République. C'est vraiment en filigrane tout le temps, dès le premier épisode. Nous avons la cérémonie de Noël du Conseil d'assistance et d'hygiène publique cet après-midi. Vous êtes censé faire un discours. Unité républicaine, charité chrétienne. Par contre, il n'y a pas d'événement en particulier comme la révision du procès de Dreyfus dans la première saison. C'est vraiment con qu'il n'y ait pas eu un truc politique un peu marquant. En 1905, un truc qui aurait bien secoué la société française, qui aurait bien été au centre des débats comme avec l'affaire Dreyfus, mais qui, cette fois, aurait eu un lien avec l'Église, la religion, la République. En 1905, genre une loi.
de 1905, je vous jure que dans Paris Police 1905, alors que tout a l'air de tourner autour de ça, il n'y a pas la putain de loi 1905. Vous savez, la loi, alors non pas de laïcité, mais de séparation des églises et de l'État, c'est trop bizarre quand même, non? Avec Bolloré, tout ce qui tourne autour de la religion ou de l'homosexualité, c'est compliqué. Je vous laisse vous faire votre propre idée, hein, mais vous voyez le potentiel problème. Parce que on sait bien que les milliardaires rachètent les médias pour servir leur intérêt et que Bolloré est un des plus ouvertement actifs sur ce terrain avec un objectif politique assumé. Ça c'est bon, on va pas vous le refaire, on n'est pas sur Rhinocéros. Mais ça concerne pas que les médias au sens strict. Parce que son offensive concerne aussi l'édition, y compris dans la production de fiction et donc d'imaginaire. Et au-delà de ça, avoir la main sur le groupe Canal, c'est pas juste avoir la main sur des chaînes télé. Canal, c'est aussi la production de séries donc, mais pire, c'est comme on dit le grand argentier du cinéma français en général. Puisqu'en fait, pour pouvoir se faire du pognon en diffusant des films à la télé et maintenant sur leur plateforme, avec dans le cas des plateformes Canal un deal sur la chronologie des médias, ils sont tenus en échange de financer le cinéma. Donc là aussi, ils tiennent la bourse par les cordons. Ce serait du coup un peu inquiétant si des gens s'en servaient pour mettre la pression aux artistes, les pousser à éviter certains sujets, censurer ou promouvoir selon leurs intérêts à eux, hein, s'il s'avérait que ce soit le cas. Très présent au comité de sélection des projets, le Breton était déjà intervenu pour annuler l'achat de Grâce à Dieu, film de François Ozon, inspiré de l'affaire Prénat, ce prêtre condamné pour avoir agressé sexuellement des enfants. Il aurait aussi fait cesser le financement de Lourdes, une série des frères Arnaud et Jean-Marie Larieux, car il craignait que les titres ne nuisent à la ville. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est son droit, ça lui appartient. Et vous savez quoi? Je suis bien d'accord. C'est bien ça le problème. Et ça concerne pas juste Bolloré qui joue au fou d'audio comme d'habitude. Les anges et les démons, y a-t-il une guerre civile au paradis? C'est une question qu'on peut se poser après cette bataille entre Saint-Michel, l'archange Saint-Michel et le diable. C'est qu'en plus, il y a un truc un peu ironique dans cette histoire. C'est que, bon là, a priori, ça viendrait spécifiquement des sujets de l'église et de l'homosexualité. Ok. Mais la saison 1 de Paris Police, qui donc se concentre sur le danger des ligues d'extrême droite qui menacent de prendre le pouvoir en s'alliant avec la droite traditionnelle, bah désolé, je vais spoiler un peu, mais le sujet, c'est quand même qu'elles sont financées par un capitaliste qui en arrose la presse pour faire monter leur idéologie et instrumentaliser le racisme envers un ennemi intérieur pour servir ses intérêts économiques. Je veux dire... Il y a une question aussi que je me pose, alors un peu spoiler du coup voilà à ce moment-là, mais il y a un truc déjà très bizarre dans la saison 1, c'est qu'il y a tout un climax à un moment où c'est vraiment Gangs of New York, c'est-à-dire qu'il y a les ligards d'extrême droite qui arrivent rue Chabrol et ils font face aux flics de l'épine et tout, et c'est vraiment genre ultra épique, il y a des figurants et tout, c'est le climax quoi comme ça, cliffhanger de fin de l'épisode. Et quand ça reprend, c'est fini. Et genre, il n'y a pas le climax, en fait. Il n'y a pas la scène. Alors, je me dis, c'est peut-être un truc à l'économie. Tu vois que la série, elle a des moyens, mais ils font quand même des trucs à l'économie. Genre, c'est beaucoup les mêmes rues, tu vois. Il y a des trucs un petit peu comme ça. Mais je me dis, là, quand même, c'est très bizarre comme montage. Et du coup, je me demande si, par exemple, ça, c'est pas un truc qu'ils ont fait sauter, en fait, après. Parce que, en fait, ça la foutait mal de faire des fachos qui se battaient contre des flics et qui se faisaient taper par les anarchistes avec des cocktails Molotov. Et je me demande si c'est, je sais pas si c'est au tournage, au montage ou quoi, il y a eu intervention. Et il y a un autre truc aussi qui me fait dire que, à mon avis, la série était un peu sous les radars et qu'il y a eu intervention de la direction tardivement. Si Canal et Bolloré, en fait, ne voulaient pas qu'ils parlent des sujets dont ils parlent dans la deuxième saison 1905, bah, il n'y aurait pas 2 épisodes de moins. Ils n'auraient pas tranché 2 épisodes et réécrit le truc en cours pour... Clairement, ça parle de la loi 1905, mais ils ont viré tous les moments où ça parle de la loi 1905. C'est une hypothèse basée sur les déclarations qu'on retrouve dans le Canard enchaîné et sur, en fait, voilà, le mode de production de la série et ce que ça a donné à la fin. Alors, je sais pas s'ils sont trop bêtes pour avoir capté au premier coup, je sais pas à quel point les équipes ont des marges d'autonomie, tellement c'est une énorme machine avec tout un tas de divisions, ou si, à ce moment-là, la production de la série était un peu passée sous les radars, ou peut-être même que c'est justement ça qui a attiré l'attention de la maison mère sur la saison 2, ou juste si ils s'en battaient les reins que ça parle de ça.
je sais pas ce qui s'est passé. Mais enfin, quand même, vu la tangente sur laquelle on est parti, eh ben malheureusement, je donne pas cher de ce genre de production à l'avenir. Ces échos-là, sur la pulsion réactionnaire, sur la façon dont toute la violence nationaliste se fédère autour de cet antisémitisme dément, ça c'était un premier thème, et il a fait écho en moi directement. Le deuxième thème qui a fait écho en moi, c'était évidemment la dictature masculine. Et donc, tout ça, c'était des choses que je ne pouvais pas... Les brutalités policières, l'avènement de la technologie, le rôle du téléphone dans nos vies, le rôle des médias, la politisation insensée des médias de l'époque. Et la satire sociale est un bon antidote à la nostalgie. Il y a quelque chose qui, moi, me tient à cœur, c'est de rappeler que le progrès, ça existe et c'est nécessaire. Regardez le taux de mortalité infantile en 1900, revenez me voir et dites-moi s'il n'y a pas de progrès. Regardez le droit conjugal en 1900, venez me voir, dites-moi s'il n'y a pas de progrès. Et donc c'est aussi ça, cette vision que j'ai envie de dire, un petit peu anti-nostalgique, un peu brutale, qui permet de dire, hé, tous ces gens qui nous racontent que c'était mieux avant, nous disent juste des conneries.